Bonsoir à tous, bonsoir Louise, bonsoir monsieur Camto, et bienvenue à l'association des diplômés d'HEC Alumni. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous avons su par un grand hasard que vous étiez de passage à Paris et nous avions un thème un thème de discussion qui nous intéressait depuis plusieurs mois. Et nous recherchions un intervenant pour pouvoir échanger et discuter autour de ce sujet. J'ai le plaisir d'être accompagné d'un HEC, c'est d'abord une école, donc j'ai le plaisir d'être accompagné de Loïc, qui est actuellement étudiant sur le campus HEC. Il est très intéressé par l'Afrique et il tenait à vous dire quelques mots en introduction pour vous expliquer pourquoi les étudiants du campus, et en particulier cet étudiant Loïc, est ravi de vous recevoir. Bonjour monsieur Camto. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant à HEC, on a rarement l'occasion d'avoir ces aperçus et ces témoignages et ces expériences africaines. Donc c'est un plaisir de pouvoir en apprendre plus aussi sur notre histoire aussi potentielle sur le continent dans la suite de notre carrière et quels sont les enjeux auxquels on devra faire face à l'avenir. Donc vous êtes un avocat universitaire et ancien ministre délégué à la justice du Cameroun, membre et conseiller juridique de la délégation camerounaise à la conférence diplomatique de Rome pour la création de la Cour pénale internationale. Vous avez été de 1999 à 2016 membre puis président de la Commission du droit international des Nations Unies. Vous êtes aujourd'hui membre de plusieurs sociétés savantes en droit, dont l'Institut de droit international, ainsi que membre du curatorium de l'Académie de droit international de La Haye, dont vous assurez la direction scientifique. Vous êtes aussi fondateur de la Société africaine de droit international. Vous avez représenté plusieurs États devant les tribunaux internationaux et servi un titre d'arbitre à la Cour permanente d'arbitrage établie en vertu des conventions de La Haye de 1989-1907. Enfin, vous êtes candidat, vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Et vous nous apprendrez peut-être davantage à la suite de cette conférence. Merci. Alors peut-être pourquoi ce thème ici, donc HEC Alumni, c'est une association d'anciens d'une école de management. Quand on parle de management, on parle d'entreprise et le sujet de la gouvernance en entreprise, c'est un sujet qui est fondamental. La bonne marche d'une entreprise, on répond souvent à des questions de gouvernance et son corollaire, on va dire au niveau macroéconomique, au niveau d'un pays, c'est également un sujet que l'on trouve très intéressant. Et on a coutume de dire que souvent les pays africains fonctionnent mal en raison de leur gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé intéressant d'avoir un point de vue de juriste sur cette question. Le sujet, au fond, est le suivant: existe-t-il une inévitable relation entre la bonne gouvernance et le développement économique des pays africains? Donc, cher monsieur Camto, merci de nous éclairer sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup, M. Kamayou, de me donner l'occasion d'échanger cet après-midi avec vous sur une thématique qui est devenue courante, pas seulement lorsque l'on parle de l'Afrique, mais je crois lorsque l'on parle
de la vie des sociétés de façon générale, que ce soit au plan interne ou au plan international. La gouvernance ne concerne pas que les États, ne concerne pas que les entreprises, elle concerne aussi les institutions internationales. Donc c'est une notion qui a un champ très large d'application et on pourrait dire qu'on part de la micro-gouvernance à la macro-gouvernance. La micro-gouvernance, qui est la gouvernance d'entreprise, qui est la gouvernance associative, qui est la gouvernance urbaine. Vous ne citez que ces quelques illustrations, mais aussi la macro-gouvernance qui va de la gouvernance des États avec la distinction classique entre gouvernance politique et gouvernance économique, jusqu'à la gouvernance globale, qui est la gouvernance mondiale telle qu'elle s'exerce au sein de l'Organisation des Nations Unies, en passant, bien entendu, par la gouvernance environnementale, la gouvernance des organisations internationales. Donc, le spectre est devenu très large. Je dois dire que pris de manière isolée, je déteste le terme gouvernance. Parce que c'est un anglicisme, je n'ai rien contre les mots anglais. Évidemment, il faut que la langue s'ouvre pour s'enrichir, mais il a une telle résonance qui m'arrache littéralement les oreilles, un peu comme on parle d'implémentation en français aujourd'hui, je déteste cela. Mais j'aime la gouvernance comme objet de recherche. Et j'y ai consacré pas mal de temps, parce que j'ai écrit un livre sur le droit international de la gouvernance, paru ici même à Paris, chez Pédone, aux éditions Pédone, il y a quelques années, en 2017 si je me trompe. Et puis j'ai également fait des contributions sur la même thématique, parce que je crois pouvoir dire que j'ai été, permettez-moi de parler un peu de mes propres travaux, mais ce sera bref, un des premiers juristes à me saisir de cet objet de recherche, en disant nous ne pouvons pas nous désintéresser de la gouvernance simplement parce que ce n'est pas une notion juridique. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il est déjà pris en charge par le droit international à travers des instruments juridiques internationaux. Il y a des conventions internationales, je pense, pour ne pas citer d'autres conventions qui n'en parlent qu'au passage, une convention comme la Charte africaine, la démocratie des élections et de la gouvernance. C'est quand même très clair, c'est très précis. Et donc on ne peut pas faire comme si le terme n'existait pas. Et en y prêtant une attention soutenue, on se rend compte que finalement, c'est un terme intéressant, en ce sens que par rapport à la notion traditionnelle de gouvernement, qui était une notion constatative, c'est un concept qui constate, la gouvernance est une notion qui est tendue vers une finalité. On veut voir comment le gouvernement permet de satisfaire les attentes des populations ou d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Donc, il y a une possibilité d'évaluation quantitative de la gouvernance, des critères d'évaluation, ce qui n'existait pas dans le terme gouvernement. Alors, vous me posez la question, la bonne gouvernance, et ça introduit tout un monde de nuances. Le fait d'y ajouter un qualificatif, bonne gouvernance, ce n'est plus seulement la gouvernance. Parce que le terme gouvernance, pris en lui-même, pris en soi, sans aucun qualificatif, est pour moi un objet de recherche qui ne préjuge pas de sa qualité. Vous pouvez appliquer le terme gouvernance à l'analyse ou à l'étude d'une société non démocratique comme d'une société démocratique. Vous constaterez simplement les règles de fonctionnement et de voir si un certain nombre de paramètres ou de critères sont respectés ou pas. Mais ici, le thème de la conférence a choisi de qualifier la gouvernance. Et pour y répondre, je vais distinguer deux choses. Dans un premier temps, je vais répondre à la question « Qu'est-ce que la bonne gouvernance ?» Et dans un deuxième temps, comment peut-elle favoriser le développement économique en Afrique? Et d'abord, qu'est-ce que la bonne gouvernance? Si vous prenez donc le terme gouvernance, je vous ai dit que ça m'arrachait littéralement les oreilles, parce que aujourd'hui on considère cela comme un anglicisme, mais c'est à tort, parce que c'est d'abord un mot de la langue française. Dans tout le XIIIe siècle, on parlait de gouvernance pour parler du gouvernement. C'était en fait l'équivalent du terme gouvernement. C'est à partir du XVe siècle
1474 que c'est passé dans l'anglais. Et cela y est resté depuis lors, jusque pratiquement aux années 1980, c'est-à-dire au XXe siècle, pour que le français se réapproprie le terme. Et d'où l'idée que c'est un terme anglais, mais c'est bien un terme de la langue française au départ, qui bien sûr, comme l'anglais, comme le français, comme pratiquement la plupart des langues européennes, tirent leur origine du grec et du latin. Et donc, lorsque on a réglé cela, cette question de l'origine du terme, la question qui se pose à nous est celle de savoir quand peut-on parler de bonne gouvernance. Le terme bonne gouvernance est apparu dans les années 1980. C'était la terminologie des experts internationaux au sein des grandes institutions financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour qualifier la manière dont certaines entreprises étaient gouvernées, mais surtout les pays qui étaient en relation avec ces institutions, et en particulier les pays en développement. Le terme bonne gouvernance ou l'expression bonne gouvernance, ce qui est frappant, n'a jamais été employé lorsqu'on parle des pays développés. Alors que les mêmes travers qui étaient à l'origine justement de la critique de la gouvernance des pays développés se retrouvent dans ces pays. Et l'exemple le plus frappant, terriblement frappant, a été la crise grecque. Parce que ce sont exactement les mêmes symptômes, les mêmes manifestations de la mauvaise gouvernance qui ont entraîné la crise financière grecque. Mais on avait du mal à parler de la Grèce comme un pays qu'on peut d'abord placer sous ajustement structurel, parce qu'on ne place pas un pays développé sous ajustement structurel. Enfin, et on ne parle pas de la gouvernance s'agissant d'un pays développé ou d'un pays occidental. Ce qui est amusant, parce qu'au fond, c'était la même chose, exactement la même chose, les mêmes recettes, et parfois de manière plus accentuée, les mêmes recettes qu'on a appliquées à certains pays en développement, notamment en Afrique, qui étaient sous ajustement structurel, ont été appliquées à la Grèce. D'ailleurs, donc, la crise financière a été beaucoup plus dramatique que celle que l'on a observée dans les pays africains. Alors, la bonne gouvernance donc naît au tournant des années 80, lorsque la plupart des pays africains sont placés sous l'ajustement structurel. On dit donc que c'est le défaut d'une bonne gouvernance qui est à l'origine de la crise. Alors prenons donc l'expression bonne gouvernance. Lorsque vous utilisez le qualificatif bonne, vous utilisez un adjectif qui est chargé de valeur. Il y a une notion éthique presque, une notion qualitative et non plus nécessairement et uniquement une notion quantitative. Et quels sont les critères de la bonne gouvernance? Premier critère, c'est la probité. Les dirigeants doivent faire preuve de probité dans la gestion des affaires publiques. Ils doivent gérer les finances publiques en bon père de famille. Pour revenir à une vieille notion que l'on retrouvait déjà dans le droit romain et qui a été héritée notamment dans le Code civil. La probité. Deuxième critère, c'est la transparence. Il faut une gestion, transparence des ressources publiques, des biens publics. Troisième critère, c'est la reddition des comptes, ce que les anglo-saxons appellent accountability. On a traduit à certaines époques par responsabilité, mais ce n'était pas une bonne traduction parce que la responsabilité, dans la terminologie juridique au moins française ou des pays de tradition latine, renvoie à quelque chose d'autre. L'accountability ne se traduit pas nécessairement par un système de responsabilité tel qu'on le connaît en droit où vous avez commis une faute et vous êtes responsable. C'est d'abord rendre compte de ce qu'on fait, ce qui est différent de la constatation de la violation d'une règle qui est ensuite assortie de sanctions. Ça peut être le préliminaire, ça peut être le préalable qui va nous amener vers la responsabilité au sens juridique et technique. Donc, troisième critère, donc, la reddition des comptes. Quatrième critère, c'est le contrôle. Pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle, des outils de contrôle de l'exercice du pouvoir ou de la gestion d'une institution ou d'une entreprise. Et enfin, le cinquième critère, c'est la sanction. La sanction. Une fois que vous avez, disons, les éléments
de la gouvernance à travers la reddition des comptes. Une fois que vous pouvez contrôler et voir si le compte qui a été rendu montre qu'il y a une conformité aux principes et aux règles de bonne gestion, vous pouvez appliquer oui ou non la sanction. S'il y a effectivement des écarts par rapport aux règles de bonne gestion, alors vous pouvez appliquer la sanction. Voilà les critères de bonne gouvernance. Ce sont ceux, en tout cas, que j'ai pu dégager moi-même à l'étude de l'ensemble des documents disponibles et de la pratique des organisations internationales en matière de gouvernance. Maintenant que nous avons essayé de circonscrire ce que c'est que la bonne gouvernance, nous pouvons dire que la bonne gouvernance est un gouvernement, une administration ou un exercice du pouvoir qui permet d'atteindre les objectifs de satisfaction des attentes des populations ou des objectifs qu'une institution ou un État s'est fixé. Une fois que nous avons dit cela, reste la grande question. Dans quelle mesure la gouvernance et la bonne gouvernance, ainsi entendue, peut concourir ou favoriser le développement économique d'un État? Et c'est ce que je voudrais examiner dans la seconde partie de ce propos, où je vais être peut-être un peu plus long. Premièrement, la charge des valeurs contenues dans la bonne gouvernance ne peut être mise en application que dans un environnement déterminé. Et le premier élément à prendre en compte pour qu'il y ait un environnement favorable à la bonne gouvernance, c'est qu'il existe un état de droit. Il faut qu'il existe un état de droit. Et le deuxième élément fondamental, c'est qu'il y ait une articulation institutionnelle qui rend possible les contre-pouvoirs. Il faut l'état de droit d'une part, il faut des contre-pouvoirs d'autre part. Prenons d'abord l'état de droit. L'état de droit, même si nous voulions nous attarder à la définition qu'en donna Carré de Malbert, qui est un des publicistes français qui a travaillé sur cette notion d'état de droit qui est d'origine allemande. C'est la théorie du droit allemand qui a vraiment élaboré abondamment la notion d'état de droit, et elle a été introduite en droit public français, en particulier par Raymond Carré de Malbert. Il dit l'état de droit est différent de l'état de police en ce sens que dans un état de droit, tous les sujets de droit, y compris l'État, sont soumis à la règle de droit. Tout le monde est assujetti à la règle de droit, y compris l'État. Et c'est le premier critère. Vous ne pouvez pas, si vous ne garantissez pas un état de droit, attirer les investisseurs internationaux. Pourquoi? Parce que l'état de droit garantit deux choses, la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. La sécurité juridique offre la prédictibilité. La règle de droit existe. Et vous savez donc dans quel environnement vous allez investir. Il faut donc que l'étude de l'arsenal juridique d'un pays vous offre suffisamment de garanties pour que vous alliez y faire votre investissement. Mais cela ne suffit pas, parce que vous pouvez avoir des règles qui ne sont pas respectées. Et c'est pour cela que le deuxième élément, le deuxième critère fondamental de l'état de droit, la sécurité judiciaire intervient. La sécurité judiciaire veut dire que vous pouvez compter sur la justice pour obtenir réparation du préjudice que vous subissez. Si vous êtes spolié de votre investissement, vous pouvez obtenir que justice vous soit rendue. C'est fondamental pour tout investisseur de savoir ça. Et c'est précisément parce qu'au tournant des années 80, on a eu l'impression que la sécurité judiciaire et la sécurité juridique n'étaient pas assurées dans un certain nombre de pays africains, et notamment les pays francophones, que l'on a créé ce que l'on a appelé l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et que pour la première fois, vous avez eu 15 États qui avaient le même, qui ont le même, on ne doit même pas conjuguer au passé, puisque c'est toujours en vigueur, qui ont les mêmes règles de droit en matière des affaires. Tous les 15 États francophones africains ont les mêmes règles de droit en matière du droit des affaires, puisque désormais la République démocratique du Congo a rejoint l'OHADA.
Donc, vous avez les mêmes règles en matière de concurrence, en matière de droit commercial, etc., dans le cadre de l'OADA. Ça, c'est pour illustrer ce que j'ai appelé la sécurité juridique. Donc, l'investisseur sait à quel environnement juridique il a affaire. Mais on a aussi accompagné cela de la sécurité judiciaire en créant dans le cadre de l'OADA ce qu'on appelle la Cour de justice et d'arbitrage. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Cela veut dire que les États membres de l'OADA, les États francophones de l'Afrique, ont accepté de se dessaisir d'une partie de leur souveraineté en matière juridique pour le confier à une organisation qu'on appelle l'OADA. Tout comme ils se sont dessaisis de leur souveraineté judiciaire pour le confier, dans le domaine des affaires bien entendu, pour le confier à l'OADA. C'est énorme, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est considérable. Je ne suis pas sûr que même dans l'espace européen, dans le cadre de l'Union européenne, on soit allé aussi loin dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine du droit des affaires. Vous avez encore des législations nationales d'un pays à l'autre en Europe. En Afrique, dans le cadre de l'OADA, on est allé aussi loin. Et c'est vraiment un dessaisissement de la souveraineté, puisque finalement, on a dépouillé les parlements nationaux de la législation en matière des affaires. Et vous savez, qui est-ce qu'on a substitué aux parlements nationaux? C'est le Conseil des ministres de la justice. Puisque ce sont les ministres de la justice, sont membres de l'OADA. Et c'est eux qui se réunissent pour adopter ce qu'on appelle les actes uniformes en matière de l'OADA, donc en matière du droit des affaires. De la même manière, on a confié la justice dans le domaine des affaires à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et c'est là qu'on observe quelques résistances. Dans le domaine de la législation elle-même, il y a eu des difficultés. Si je voulais prendre le cas d'un pays comme le Cameroun, on a eu des difficultés linguistiques, fondamentalement. Parce que l'OADA a été bâtie d'abord à partir de la langue française et sur la langue française. Ce n'est que dans les années 2000 que l'on a essayé, dans un souci d'élargissement de l'OADA, adopter d'autres langues, comme langue de travail au sein de l'OADA, notamment l'anglais, l'espagnol, puisqu'il y a quand même un pays espagnol en Afrique, et surtout le portugais aussi. Seulement, tous les actes uniformes ne sont pas traduits dans toutes ces langues. D'où la difficulté et même la crise qu'il y a eu au Cameroun, puisque la crise anglophone est en partie due justement à l'OADA. Les juristes et les avocats anglophones se plaignaient de ne pas avoir la version anglaise du texte de l'acte uniforme et estimaient dès lors qu'ils ne pouvaient pas bien pratiquer leur métier à partir d'une langue qu'ils ne maîtrisent pas, c'est-à-dire le français. Donc il y a eu cette crise. Mais le plus intéressant du point de vue de la gouvernance, c'est le transfert justement des compétences judiciaires, c'est-à-dire du pouvoir de rendre justice à cette cour commune. Le mécanisme est le suivant. Dès lors que vous saisissez un tribunal dans un pays membre de l'OADA en matière d'affaires, le tribunal de grande instance, puisque généralement les montants qui déterminent la distinction en matière de compétences entre le tribunal de première instance et le tribunal de grande instance, sont les montants en jeu, les sommes en jeu à partir de 50 millions de francs CFA, par exemple, au Cameroun, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Et donc, une fois que le tribunal de grande instance a connu d'une affaire, si vous êtes insatisfait, vous pouvez aller devant la cour d'appel, vous pouvez interjeter appel. Et si en appel, vous n'obtenez pas gain de cause, vous n'êtes pas satisfait, vous n'allez pas devant la Cour suprême comme ça se faisait avant la création de la Cour commune de justice et d'arbitrage, vous allez directement devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc vous occultez la Cour suprême, vous allez donc à Abidjan, parce que la Cour commune de justice et d'arbitrage pour les 15 États membres de l'OADA est basée à Abidjan. Et il y a des résistances, parce qu'on a vu les cours suprêmes se saisir donc, des affaires qui devaient aller devant la Cour, ou quand je dis se saisir, c'est peut-être pas le terme approprié, accepter justement que l'affaire soit portée devant la Cour suprême et dont la Cour s'est déclarée compétente pour connaître de ces affaires alors qu'elle aurait dû déclarer son incompétence pour demander que les justiciables aillent devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc il y a cette difficulté-là parce que certaines cours suprêmes sont rétives face à cet abandon de souveraineté qui a été consenti par leur pays. Donc
on a voulu améliorer la gouvernance. J'ai personnellement quelques doutes sur l'efficacité de ce système de transfert total des compétences à une seule cour, pour deux raisons. Parce que pour résoudre le problème de la mauvaise gouvernance, on a pris une solution qui était peut-être bien inspirée à l'époque, mais qui apparaît comme une solution de facilité, parce qu'on a fait comme si, en confiance là, à une juridiction, disons, interétatique, on réglait le problème, sauf que ce sont partout les individus. On aurait pu renforcer les capacités des juridictions nationales, essayer de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption, plutôt que de transférer à Abidjan, parce qu'après tout, vous transférez à Abidjan, mais Abidjan, c'est une cour composée d'êtres humains qui sont également exposés. Je ne dis pas qu'il y a de la corruption à Abidjan, mais il pourrait y avoir de la corruption à Abidjan, donc ce n'est pas une solution absolument imparable. La seconde raison de ma perplexité, c'est le risque d'engorgement. Le risque d'engorgement de la Cour commune de justice et d'arbitrage, parce que si les 15 États, les cours d'appel, et si vous prenez un pays où vous avez parfois une dizaine de cours d'appel, si toutes les affaires qui ne trouvent pas satisfaction devant ces cours d'appel des États atterrissent à Abidjan, j'ai peur que le rôle de la Cour commune de justice et d'arbitrage soit à ce point engorgé que les délais de justice portent préjudice précisément aux justiciables et que le but recherché par l'investisseur ne soit pas obtenu, puisque l'investisseur veut avoir une solution rapide à son contentieux et pour pouvoir avancer. Et on peut ajouter à ce risque de lenteur le fait, dénoncé d'ailleurs par des juristes d'autres pays, le fait que cette centralisation à Abidjan oblige les justiciables de chaque pays à payer des frais de justice beaucoup plus élevés, puisqu'il doit déplacer ses conseils, il doit envoyer ses avocats à Abidjan pour plaider. Donc ce sont des coûts additionnels à supporter que surtout les petites et moyennes entreprises ne sont pas toujours prêtes à supporter. Donc voilà pour ce qui est de l'état de droit. J'ai voulu illustrer par l'OHADA, parce que c'est directement en prise avec le développement économique, puisque c'est vraiment le droit des affaires, c'est le droit des investisseurs. Pour montrer effectivement comment il y a une recherche des solutions pour rendre les pays africains, et en l'occurrence les pays membres de l'OHADA, plus attractifs. D'une certaine façon, peut-être cela a-t-il aidé, mais il faudrait qu'il y ait des études précises, statistiques, pour que l'on voit si le volume d'investissement a varié significativement, volume d'investissement étranger bien entendu, significativement dans ces pays depuis la création de l'OHADA par rapport à ce qui se faisait avant. Je ne suis pas toujours très sûr que cela ait varié substantiellement, puisque je vois par exemple que certains pays, en termes d'investissement direct étranger, sont au même niveau qu'ils étaient avant. Donc le seul fait d'essayer d'assainir l'environnement juridique et judiciaire par ce transfert de souveraineté n'a pas rendu ces pays beaucoup plus attractifs. Il y a donc d'autres facteurs à prendre en compte, et parmi ces facteurs, l'un des plus importants, c'est la lutte contre la corruption, qui est le deuxième élément qui est lié précisément à l'état de droit. Si vous voulez assainir l'état de droit et créer un environnement juridique et judiciaire attractif, il faut lutter contre la corruption. Parce que vous savez très bien que la justice est un des segments les plus décriés en termes de corruption dans les pays africains. Et il faut considérer que c'est peut-être d'ailleurs l'élément aujourd'hui le plus important en termes de facteur d'obstacle à l'investissement dans les pays, pas seulement africains, mais dans tout pays au monde. Un rappel historique. La lutte contre la corruption au niveau international a connu sa première manifestation sur le plan juridique aux États-Unis en 1977 avec l'adoption de la Foreign
Anti-Corrupt Practices Act 1977, donc qui est le cadre juridique que les États-Unis sont offerts pour lutter contre la corruption des entreprises étrangères, contre des entreprises américaines à l'étranger. C'est-à-dire qu'une entreprise américaine convaincue de corruption dans l'investissement dans un pays étranger est poursuivie et sanctionnée aux États-Unis. Mais ce n'était pas pour des raisons purement morales, il ne faut pas se tromper. Ce n'était pas par je ne sais quelle espèce de générosité vis-à-vis des pays d'investissement où l'on investit. C'était d'abord pour obéir à une logique économique et de la pensée néolibérale qui était dominante aux États-Unis à cette époque-là, notamment avec l'école de Chicago. Milton Friedman, qui voulait que nous soyons dans un environnement économique où la concurrence est pure et parfaite. Sauf que s'il y a un facteur de corruption qui intervient, la corruption intervient comme un facteur de distorsion de la concurrence. Il fallait donc lutter contre la corruption. C'est pour cela qu'il crée ces problèmes. Mais ils se rendent très vite compte que ça va les pénaliser s'ils sont les seuls à lutter contre la corruption. Parce que les autres concurrents internationaux ne s'embarrassaient pas de la corruption. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'avant un certain nombre de sentences arbitrales des années 80 et 90, la corruption était considérée comme une pratique normale dans les affaires au niveau international. Donc il n'y avait pas. D'ailleurs, quand vous saisissiez, quand dans une procédure arbitrale vous invoquiez la corruption, l'arbitre disait « Moi, je suis incompétent. Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon affaire. » Ce n'est qu'après qu'à force de dire « Vous ne pouvez pas continuer à proclamer le libéralisme économique en acceptant qu'il y ait des facteurs aussi importants de distorsion de la concurrence. » Et les États-Unis vont pousser très fortement pour que l'OCDE, en 1997, adopte une convention équivalente. La convention de l'OCDE pour la lutte contre la corruption des agents publics étrangers en matière de commerce international, en matière commerciale internationale. Convention de l'OCDE, 1997. Enfin, il a fallu attendre donc pratiquement 20 ans pour que l'Europe s'embarque aussi et pour qu'on espère que les règles de la concurrence, au moins dans le monde occidental, où prévaut la liberté en matière des affaires et en matière économique, soient au même diapason. Et au niveau mondial, il a fallu attendre 2004 pour que l'on adopte la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est un instrument juridique de portée globale, de portée universelle aujourd'hui, qui veut que tous les États, effectivement, aient en plus une législation nationale très précise pour combattre la corruption. Et vous avez vu qu'il y a une jurisprudence internationale considérable qui s'est développée depuis lors, qui sanctionne, qui punit les États, qui punit les entreprises qui se sont rendues coupables de corruption à l'étranger. Il y a énormément d'affaires. Je vous ai parlé d'un livre que j'ai écrit sur la matière. J'ai recensé un certain nombre d'affaires là-dedans, et qui implique d'ailleurs aussi, dans cette affaire de lutte contre la corruption, devant les tribunaux des pays, des entreprises qui sont rendues coupables de corruption, non seulement l'entreprise elle-même, mais parfois les personnes qui ont été corrompues dans les pays en développement. Je pense à l'affaire de Sami Abacha, qui fut président du Nigeria, et des procédures qui ont eu lieu à Londres, en Grande-Bretagne, où les avoirs, les biens d'Abacha ont été saisis. Je pense à des affaires qui ont eu lieu contre des dirigeants en Zambie, d'entreprises britanniques qui ont pratiqué la corruption en Zambie en matière d'investissement et qui ont été poursuivis et sanctionnés devant les tribunaux britanniques également. On a reproché d'ailleurs à la France pendant longtemps d'être très mauvais élèves, disons ça comme cela, en matière justement de lutte contre la corruption d'entreprises françaises à l'étranger. Ce n'est que récemment, il y a à partir de 2010 qu'on a eu les premières affaires, peut-être avant 2010, mais l'aboutissement, c'est après 2010, notamment avec les affaires ELF et autres, où on a eu les premières affaires où des entreprises françaises ont été poursuivies pour pratique de corruption à l'étranger. Donc cette affaire de lutte contre la corruption est l'une des pierres angulaires de la bonne gouvernance et la condition pour créer un environnement idoine et attractif pour l'investissement étranger dans les pays étrangers et en l'occurrence dans les pays africains. L'autre élément à côté de la bonne gouvernance, c'est l'articulation des institutions.
Il y a un livre très intéressant écrit il y a plusieurs années déjà par deux Américains intitulé Why Nations Fail. Why Nations Fail, qui est une étude très très approfondie sur un certain nombre de pays asiatiques qui ont émergé, ce qu'on appelait les dragons, entre autres. Et il expliquait finalement, et en faisant une étude comparative avec un pays comme l'Égypte et le Nigeria, en montrant qu'ils avaient à un moment donné le même produit national brut ou même le même PIB par habitant. Et comment ensuite il y a une différence fondamentale, une accélération de développement dans les pays asiatiques et pas dans les autres. Pourquoi? Parce que, disait-il, ces pays-là avaient réussi à créer des institutions inclusives à un moment donné, donc des institutions qui permettent une vraie participation des populations, et en créant donc ce que j'ai appelé tout à l'heure des contre-pouvoirs. Il est extrêmement important. Et je crois que, contrairement à l'idée répandue, la démocratie en soi ne suffit pas, surtout si on la limite à l'organisation des élections. Vous pouvez avoir des élections périodiques qui vous donnent un certificat de bonne conduite démocratique, parce qu'on va dire vous tenez vos élections régulièrement, vous choisissez, alors qu'il n'en est rien. C'est en fait l'arbre qui cache la forêt, parce que si derrière cela, il n'y a pas de véritable contre-pouvoir et des mécanismes de contrôle institutionnel, alors vous n'avez pas le résultat escompté. Tenez, par exemple, vous pouvez avoir, et vous en avez beaucoup en Afrique, des systèmes où les élections se tiennent très régulièrement, mais où le jeu est fermé parce que vous aurez une majorité électorale qui est acquise d'avance, obèse, où le Parlement va être juste une caisse de résonance de l'exécutif et va en réalité contribuer énormément à la concentration des pouvoirs. Et plus vous avez une concentration de pouvoir, moins vous avez de mécanismes de contre-pouvoir. Et si vous n'avez pas assez de mécanismes de contre-pouvoir, vous ne pouvez pas avoir la reddition des comptes. Vous ne pouvez même pas obtenir que de bonnes lois soient passées au Parlement, puisque il suffit que l'exécutif décide que la loi ira dans tel sens et le Parlement est tellement faible et tellement godillot qu'elle ne peut pas contester, justement, ou même amender. Tenez, il faut un jour que quelqu'un s'amuse à se pencher sur la législation dans les pays africains francophones et de regarder dans les différents parlements nationaux combien de fois des amendements ont pu être faits par un parlement ou bien par une assemblée nationale à un projet de loi déposé par le gouvernement. Combien de fois on a pu obtenir un amendement que la moindre virgule soit déplacée. Et vous comprendrez ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne suffit donc pas que des élections soient organisées. Il faut encore que le jeu électoral soit ouvert pour que de véritables contre-pouvoirs existent. Si vous ne pouvez pas obtenir qu'une assemblée fasse des amendements à des projets de loi, si vous ne pouvez pas obtenir, par exemple, que les institutions judiciaires, qu'il y ait une cour des comptes ou une chambre des comptes qui contrôle effectivement les comptes publics et rende compte de ce qui se passe en matière de gestion, et que cela soit ensuite, éventuellement, s'il y a des irrégularités sanctionnées par l'instance judiciaire, si la justice elle-même, alors qu'elle est proclamée pouvoir dans la Constitution, devient simplement un prolongement de l'exécutif, etc., etc., vous n'avez pas de contre-pouvoir et vous n'aurez donc pas une bonne gouvernance. Donc, méfiez-vous de la démocratie trompe-l'œil démocratique, en fait, qui est l'arbre qui cache la forêt de l'autoritarisme et de la dictature, qui ne permet pas d'avoir une bonne gouvernance. Par conséquent, je ne mettrai pas un signe égal entre démocratie égale bonne gouvernance. Non, je ne mettrai pas ça. Parce que l'expérience nous enseigne totalement le contraire. Théoriquement, la démocratie devrait être égale bonne gouvernance, mais en pratique, la pratique ne nous enseigne pas ça. Parce que moi-même, j'ai toujours dit, la démocratie est la précondition du développement, pourvu que, effectivement, la démocratie ne soit pas entendue simplement comme un jeu électoral qui est d'ailleurs souvent fermé. Donc, il est important qu'en dehors de l'état du pouvoir, il y ait des mécanismes institutionnels qui produisent des contre-pouvoirs, mais qui permettent aussi la participation de la population. J'entends par là qu'il n'y ait pas un tel centralisme que l'espace territorial soit complètement occulté et se réduise à la capitale où se prennent des décisions. Vous avez beaucoup de pays où on peut vous parler par exemple de la...
décentralisation. On va vous parler de la décentralisation. Mais est-elle effective? Est-ce que le degré d'autonomie, justement, des collectivités territoriales décentralisées permettent aux populations de s'occuper de la gestion de leurs propres affaires? Pourquoi est-ce qu'un citoyen d'un pays qui est à 2000 km de la capitale n'a pas d'autre choix que de faire 2 jours, 3 ou 4, 5 jours de route pour aller suivre un dossier à la capitale? Ça n'est pas un signe de bonne gouvernance. Parce que ce qui est vrai du citoyen, par exemple, qui va suivre un dossier pour la fonction publique, l'est également pour l'entrepreneur. Si vous êtes créateur d'une PME à 2000 km de la capitale et que pour avoir parfois certaines autorisations, vous devez aller à la capitale pour l'obtenir, il y a un problème. Il n'y a pas là un facteur incitatif. Vous n'êtes pas encouragé effectivement à investir. Donc, je pense qu'il faut entendre la bonne gouvernance du point de vue du mécanisme démocratique largement, et non pas de manière restrictive, comme étant le jeu politique qui se fait ou qui se manifeste à travers les élections. Voilà, je crois, très globalement ce que je peux dire sur le thème que vous m'avez soumis aujourd'hui, en disant, pour terminer, je pense qu'il faut dire ici très clairement que le débat qui peut-être a encore cours, mais qui a prévalu à une certaine époque, de savoir est-ce que les régimes autoritaires sont producteurs de développement, est-ce que les régimes démocratiques le sont également? La réponse ne peut pas être théorique. C'est l'expérience concrète, pratique, qui vous permet de répondre. Mais je peux dire de manière certaine que le régime autoritaire ne produit le développement économique que si à l'intérieur il a su sécréter des contre-pouvoirs. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, vous n'aurez pas de développement économique, même dans un régime autoritaire. Et je peux l'illustrer très aisément. Vous pouvez observer aujourd'hui que nous avons eu des régimes autoritaires de partis uniques en Afrique pendant les 2 premières décennies des indépendances. Ça a généré un certain développement. Sauf qu'il n'y avait pas suffisamment de mécanismes de contre-pouvoir interne. Parce que l'économie étant dirigée, dès lors que le dirigisme s'est effondré, il s'est effondré avec l'économie. Or, justement, l'économie ne devrait pas dépendre de l'individu ou de la personne qui est là à un moment donné. Les mécanismes propres de la société doivent permettre à l'économie de continuer de fonctionner, quels que soient les dirigeants qui sont en place. Et je pense que c'est là le problème. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, un pays comme la Chine, moi je ne connais pas très bien le détail des subtilités du fonctionnement du régime politique chinois. C'est toujours un régime communiste, nous dit-on. En tout cas, c'est toujours un régime, sur le plan politique, dirigé par un parti unique. Mais il a sécrété des mécanismes internes. Il a sécrété des mécanismes. Si vous regardez comment on arrive au sommet, comment on devient président en Chine, vous verrez qu'il y a des contre-pouvoirs internes. Et vu de loin, on va dire non, c'est un régime fermé autoritaire. Oui, vu sous l'angle des mécanismes de la démocratie occidentale, certainement. Mais si vous regardez, vous verrez par exemple que depuis une vingtaine d'années, il y a eu au moins 4 présidents en Chine. Alors que depuis une vingtaine d'années, il y a eu un seul président dans beaucoup de pays africains. Ça change du tout au tout. Cela veut dire qu'ils créent leur propre mécanisme interne qui permet d'avoir des contre-pouvoirs politiques, qui permet de redéfinir en permanence la direction, qui effectivement peut d'ailleurs avoir quelques limites, mais qui nous montre qu'ils peuvent créer les conditions du libéralisme économique dans un système politique communiste, ou en tout cas dirigiste. Donc si vous n'avez pas ces mécanismes de contre-pouvoir, même à l'intérieur d'un régime autoritaire, vous n'aurez jamais de développement. Si c'était le cas, on l'aurait bien vu, même en Amérique du Sud. Je ne parle pas uniquement d'Afrique. Vous avez vu des régimes militaires autoritaristes en Amérique du Sud pendant des années, 20, 30 ans. Ce n'était pas accompagné de développement. Les pays d'Amérique latine ou du Sud, où on voit un essor soutenu sur le plan économique et même social, ces 20 dernières années, sont ceux où la démocratie s'est installée. Et vous pouvez voir cela au Brésil, vous pouvez voir cela au Chili, vous pouvez voir cela même en Argentine, vous pouvez voir dans beaucoup de pays latino-américains. Et en Afrique, c'est pareil. Là où la démocratie ne s'est pas réduite
au jeu électoral, mais à secréter à l'intérieur de la société des contre-pouvoirs, de véritables contre-pouvoirs, vous voyez que cela s'accompagne d'un développement effectif, en tout cas accéléré. Et vous pouvez prendre des pays comme le Ghana, aujourd'hui, en Afrique. Vous pouvez prendre d'autres pays. Alors, je termine encore une fois, on peut toujours prendre, il y a un contre-exemple qui est celui, par exemple, de l'Éthiopie. Mais j'observe simplement que ce n'est pas sous les communistes en Éthiopie que vous avez eu le développement, ou sous la monarchie. C'est lorsque on a commencé à avoir un gouvernement élu, par exemple avec Meles Zenawi. On peut dire qu'il y avait une forme d'autoritarisme, que l'économie éthiopienne continue d'être fermée. Oui, il continue, parce qu'elle vient de loin, l'économie éthiopienne. Donc, ils n'ont pas encore libéralisé tous les secteurs. Le secteur financier, par exemple, reste assez contrôlé. Mais vous voyez bien que sur le plan de l'investissement, ils ont créé un environnement très attractif, d'où les investissements massifs, par exemple, des Chinois en Éthiopie aujourd'hui. Donc, vous allez voir, donc, il y a eu un accélérateur avec Meles Zenawi, et que vous continuez à avoir justement une croissance à pratiquement 2 chiffres en Éthiopie depuis le successeur de Meles Zenawi. Donc, globalement, les systèmes démocratiques qui ne s'entendent pas uniquement du jeu électoral, mais qui sont appuyés sur l'existence de contre-pouvoirs à l'intérieur de la société, sont les plus favorables au développement parce qu'ils créent les conditions d'une bonne gouvernance. Je vous remercie. Merci. Je vais proposer à Pierre-Yves Carpentier de nous rejoindre. Merci beaucoup d'être là. Donc Pierre-Yves Carpentier est le président du Club Développement International des diplômés d'HEC. Et il a eu l'occasion de découvrir l'Afrique subsaharienne. Et nous étions au Rwanda il y a quelques années ensemble. Peut-être aurais-tu la première question à poser à M. Kamto? Oui, bah, déjà, merci beaucoup pour cet exposé, dont on sent bien qu'effectivement, il ne s'applique pas qu'à l'Afrique. C'est ça qui m'a frappé dans vos propos, c'est qu'effectivement, c'est très général, puisque vous avez cité d'autres pays, vous avez cité la Chine, vous avez cité l'Amérique latine. Effectivement, puisqu'on est là pour parler de l'Afrique, c'est un petit peu là-dessus que j'ai envie de vous poser la première question. Parce que quand on parle de contre-pouvoir, nous ici en France, on sait ce que c'est des contre-pouvoirs, on sait qu'il y a des partis d'opposition, on sait qu'il y a des syndicats, on sait qu'il y a des mouvements, et on sait qu'il y a je sais pas quoi, il y a des gilets jaunes, il y a des tas de choses. Comment ça se passe dans les pays africains en fait? Est-ce que réellement ces contre-pouvoirs ils existent et est-ce qu'ils peuvent se créer tout seuls, se développer tout seuls, ou est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas moi, les aider à se développer pour que finalement une sorte d'équilibre arrive à se créer? Cette question, et merci pour cette question très importante. Les contre-pouvoirs ont beaucoup de mal à se créer. Si on sort des contre-pouvoirs politiques, c'est-à-dire des partis politiques, de l'opposition encore, qu'ils ont beaucoup de mal à exister dans les pays autoritaires, dans les pays fermés. Il ne suffit pas que l'on vous montre le registre des partis politiques et que l'on vous dise qu'il y a 300 partis politiques. Encore faut-il en trouver 5 qui fonctionnent et que l'on laisse fonctionner. Parce que j'ajoute et je souligne cela, je crois que je peux en parler d'expérience. Parce que dès lors que vous êtes dans un régime autoritaire précisément, qui ne laisse pas d'ouverture à d'autres forces politiques, on peut vous faire exister formellement sur le papier et créer les conditions pour que vous n'existiez pas effectivement sur le terrain. Et je pense que c'est l'expérience que nous vivons dans mon propre pays, nous vivons cela. On aime bien les partis politiques d'accompagnement qui accompagnent, tant que vous êtes là pour accompagner le parti dominant, celui qui dirige, qui est généralement l'ancien parti unique, hein, voilà, qui s'est adapté aux conditions, à l'environnement au niveau du multipartisme, mais qui supporte très mal l'opposition, donc qui ne tolère l'opposition que pour autant que cette opposition vient l'accompagner
Donc dès lors que vous existez de façon autonome avec une ambition réelle de créer une alternative au parti qui est là, vous avez du mal à exister, on vous tolère très difficilement. Je ne vais pas rentrer dans le cas du Cameroun avec nos déboires, ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, parce que si on peut mettre des centaines de militants d'un parti politique en prison juste parce qu'ils ont marché pacifiquement pour protester contre justement les malversations sur les fonds publics, par exemple, hein, si on vous dit on veut construire des stades dans un pays, qu'on vous dise qu'on a débloqué des milliers de milliards de francs CFA pour le faire et qu'après ces infrastructures ne sont pas en place, je crois que les citoyens ont quand même le devoir de protester et de demander ce qui est advenu de ces financements. Mais ça, on n'accepte pas dans un pays qui est fermé, qui est autoritaire. Et vous avez raison de demander s'il n'y a pas lieu de les aider à exister, absolument, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui comme demain, tant que nous n'aurons pas de contre-pouvoir, et je dis quelle que soit la forme du régime que vous choisissez, tant qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir, on aura du mal effectivement à avoir la bonne gouvernance et surtout à créer les conditions attractives pour l'investissement étranger. Je prends un exemple. Prenons, au-delà des formations politiques, prenons les syndicats. Les syndicats sont quasi inexistants parce que du temps du parti unique, les syndicats n'existaient pas. Ou quand ils existaient, c'était les syndicats du parti unique. Donc au fond, ils participaient de la même logique, donc il n'y avait pas de problème. Ensuite, prenons le patronat, justement. Parce que le patronat doit être un contre-pouvoir, non pas au sens politique, mais lorsque il s'agit des affaires, le patronat doit être un contre-pouvoir, de dire, voilà, vous voulez éditer telle législation, mais sachez que ça va justement pénaliser les affaires, ça va pénaliser les investissements. Ils n'ont pas les moyens d'imposer une décision au pouvoir, mais ils doivent pouvoir interpeller le pouvoir, attirer son attention là-dessus. Et je pense qu'il est sain et normal que dans un pays qui veut se développer, et surtout qui pratique l'économie libérale, qu'il accepte l'existence d'un patronat fort. Pas d'un patronat qui se substitue aux politiques, ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas ce que je préconise, mais d'un patronat qui soit organisé et qui puisse vraiment partager avec le pouvoir politique les difficultés de l'entreprise. Parce que, après tout, je pense que c'est gagnant-gagnant lorsque vous avez des entreprises qui créent de la richesse, qui créent de la valeur et surtout créent des emplois. L'homme politique veut quoi? L'homme politique, à ma compréhension, veut créer des emplois pour sa jeunesse et générer suffisamment de la ressource fiscale pour faire face aux dépenses publiques. C'est l'entreprise qui fait cela. Donc l'entreprise ne devrait jamais être perçue comme l'adversaire ou encore moins l'ennemi du pouvoir politique. Évidemment, si elle se dresse comme telle, évidemment, c'est tout à fait normal qu'elle soit combattue par le pouvoir politique, mais je ne crois pas que ce soit le dessein d'un entrepreneur d'aller combattre un pouvoir politique. Ce qui l'intéresse, c'est d'investir et de retirer justement son argent, de pouvoir avoir son retour sur investissement et de faire son bénéfice. Et donc, si l'homme politique y trouve son intérêt à travers la création d'emplois et les recettes fiscales, je crois qu'on devrait pouvoir agir ensemble. Or, à l'heure actuelle, dans beaucoup de pays, vous allez voir une plaque avec chambre de commerce ou bien patronat de tel pays, mais c'est pour c'est pour donner le champ sur le plan international. Est-ce qu'on les écoute vraiment lorsque, effectivement, ils font des propositions, par exemple en matière fiscale? Est-ce qu'on les écoute vraiment lorsque, au sortir, par exemple, de la Covid, je déteste le féminin pour ce mot, mais l'Académie française en a décidé, ainsi on respecte, lorsque au sortir de la Covid, elles disent, nous avons des difficultés, comme partout ailleurs dans le monde, il faut nous soutenir pour nous remettre à flot. Et qu'on regarde ailleurs, alors même qu'on attend d'elle par ailleurs, qu'elle crée de la richesse. Donc je pense que c'est tout cela qu'il faut voir. Et donc effectivement, peut-être aussi que ces contre-pouvoirs, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, en s'articulant mieux avec leurs homologues au plan international, peuvent s'affermir, se renforcer et jouer un rôle plus important dans le pays. Pour ne pas noircir le tableau, parce qu'évidemment on a utilisé voilà, certaines expressions qui noircissent un peu le tableau et, sur l'Afrique, est-ce que diriez-vous, par exemple, à un jeune étudiant qui veut entreprendre l'Afrique et qui voit ce tableau qui n'est pas forcément idyllique? Pourquoi vous considéreriez que l'Afrique c'est un continent plein d'opportunités?
D'abord, je voudrais être très clair. Je n'ai pas noirci le tableau. Moi, je suis factuel. Et j'essaye d'être le plus, si j'ose dire, honnête dans mon propos. Je suis un homme politique par ailleurs, donc j'aurais pu transformer cette conférence en une tribune politique. Ce n'est pas mon sujet. Je suis en train de vous parler des conditions pour qu'on ait un environnement attractif dans nos pays pour accélérer le développement de nos pays. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, la politique, et surtout politiciens, on la fera dans les jours, dans les enceintes où on l'a fait. Non, je n'ai noirci aucun tableau. D'ailleurs, je vous ai dit, il y a des pays africains où ça se passe plutôt bien. J'en ai cité un, mais je pourrais en citer plusieurs. J'ai cité le Ghana, et je peux vous dire, je suis allé au Ghana pour la première fois. Je vais au Ghana en 1900, je crois que c'était 89, 87, 89. Et pour moi, il y a deux pays comme ça en Afrique où j'ai eu un choc en m'y rendant, le Ghana et l'Éthiopie. Je vais au Ghana en 1989, je crois, et j'arrive à Accra, et je trouve une ville qui est restée pratiquement en l'état où Kwame Nkrumah l'avait laissé en 1966. Une ville presque dévastée. Vous aviez à peine quelques immeubles de 2 à 3 niveaux au cœur de la ville, avec des atolls rouillés et tout ça. Et je vais au Ghana, je rentre au Ghana en 2012. Et, excusez-moi, mais je suis sur le derrière, parce que je dis, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 1989 et 2012? C'est simplement que, effectivement, la gouvernance a changé au Ghana. Que l'environnement des affaires a changé au Ghana grâce précisément à la compréhension de la classe politique ghanéenne et de l'élite dirigeante ghanéenne qu'on ne pouvait pas attirer suffisamment d'investisseurs étrangers si on ne leur donnait pas des garanties de stabilité politique à travers un jeu démocratique qui devient quelque chose d'acquis. Au Ghana aujourd'hui, tout le monde sait que un président de la République peut être élu alors qu'il a le droit de publier 2 mandats et être battu après 5 ans et respecter le verdict des urnes et passer le pouvoir à son adversaire de l'opposition sans qu'il y ait le moindre couac. Et il y a eu 3 fois alternance au Ghana de cette manière. C'est-à-dire qu'un président sortant qui n'avait fait qu'un mandat, il aurait pu dire, bah non, oui, mais là, il faut absolument que je fasse mon 2e mandat. C'est même pas le 3e mandat. Comme on en entend parler dans les pays francophones et qui déchirent. Non, c'est le 2e mandat. Et ça n'a posé de problème à personne. Et donc, je pense que ça donne aussi un message très encourageant à l'investisseur, où le jeu institutionnel se passe très bien et sans heurts. Donc, il n'y a pas d'incertitude sur l'avenir. C'est, si le régime change, si le gouvernement change, qu'est-ce que je deviens? Non, vos affaires sont garanties, il n'y a rien. Et j'ai cité donc le Ghana. Et vraiment, ceux qui ont eu la chance d'aller au Ghana peuvent rendre témoignage de ce que je dis. C'est que c'est un pays qui a changé entre justement 1990 et les années 2010 d'une manière absolument incroyable. Précisément, et la première et principale raison, c'est la qualité de la gouvernance. Non pas qu'il y ait corruption zéro au Ghana, je ne crois pas qu'il y ait corruption zéro au Ghana, mais il y a baisse drastique de la corruption. Il y a une diminution absolument extraordinaire du niveau de corruption. Il y a une prise de conscience de ce qu'il faut créer un environnement qui incite d'abord l'investisseur national, parce que nous parlons jusque-là des investisseurs étrangers, mais la première indication pour un investisseur étranger, c'est d'ailleurs de voir si les investisseurs nationaux eux-mêmes sont intéressés à investir dans leur pays. Et donc, on a créé cet environnement qui a effectivement fait déferler, y compris les Africains américains, pas mal, qui sont venus au Ghana, enfin, qui ont investi dans l'économie. Mais on a vu aussi au Sénégal, pour citer un exemple francophone, car en dépit des tentatives et qui ont eu lieu au Sénégal, heureusement, ce que j'appelais les contre-pouvoirs, et qui, en l'occurrence au Sénégal, était quoi? C'était la société civile. Ils ont eu la chance d'avoir une société civile extrêmement forte. Les mouvements Il y en a marre, qui ont dit hors de question. Quand disons à la fin de son mandat,
le président Ouad a donné l'impression d'hésiter, d'être hésitant. Est-ce qu'il allait continuer? Est-ce qu'il allait essayer d'organiser pour que son fils arrive et tout? Et les gens se sont dressés. Et le jeu démocratique a fonctionné. Et le président Macky Sall est arrivé, fait ses 2 mandats. Si lui, il continue sur la même lancée, et je l'espère bien pour le Sénégal, après ses 2 mandats, à faire que le jeu démocratique joue et qu'il se retire, sans avoir la tentation maléfique que l'on observe partout en Afrique aujourd'hui de faire un 3e mandat. Je me demande d'ailleurs toujours pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le pouvoir que je ne connais pas encore. Parce que je ne comprends pas que les gens croient qu'ils sont obligés par eux-mêmes, de leur vivant, de faire le développement de leur pays. Sinon, la France n'aurait plus besoin de dirigeants. Enfin, on doit toujours développer le pays. C'est toute la vie qu'on développe un pays. Et je vois, moi, quand je voyage ici, en Suisse, aux États-Unis, il y a toujours des travaux, il y a des chantiers. Alors, comment peut-on prétendre que pendant son, comment dirais-je, son pouvoir, son règne, on va pouvoir tout faire? Vous faites le peu que vous pouvez faire, faites-le dans la bonne direction et laissez que ça continue. Et donc, je le souhaite pour le Sénégal, que le président Macky Sall continue dans la même lancée, dans la même direction, pour que cette démocratie sénégalaise, qui est un exemple dans le monde francophone, soit considérée comme vraiment installée et bien installée une fois pour toutes, et que les investisseurs qui marquent un intérêt pour le Sénégal, on le voit bien, n'est-ce pas, avec la construction d'une ville nouvelle comme Diamniadio, nouvel aéroport et tout cela, où on voit que des investisseurs, y compris des pays du Golfe, parfois des Chinois, ont déjà acheté sur plan des parties de villes entières. C'est parce que le Sénégal est un pays considéré comme démocratique, offre une certaine perspective de stabilité. Si le président actuel le conforte, je crois que ce sera dans l'intérêt de son pays. Donc, j'ai pas peint... Alors, qu'est-ce qui peut... Je voulais vraiment écarter cela parce que il ne faut pas qu'on donne l'impression que je suis venu peindre l'Afrique en noir. Non, je dis les points de faiblesse. Et comme le président de l'association a bien compris, j'ai montré que ces points de faiblesse se retrouvent parfois en dehors de l'Afrique, donc ce n'est pas simplement en Afrique. Je voulais dire pour les jeunes, justement, qui s'intéressent à l'Afrique, que l'Afrique est un continent, tout le monde l'a dit, c'est la palissade d'avenir, mais c'est mieux que cela. C'est un continent où le jeu est très ouvert, où vous avez la chance, dans les 10-20 prochaines années à venir, d'avoir plus de milliardaires que dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que les chantiers sont énormes, les besoins colossaux et les retours sur investissement beaucoup plus rapides que dans n'importe quel pays développé. Il suffit pour quelques-uns de nos pays justement de créer cet environnement-là. Et je peux vous assurer, croyez-moi, que les perspectives de développement économique de l'Afrique sont absolument fabuleuses. Quel que soit le secteur que vous prenez, du domaine des infrastructures, où il faut évidemment beaucoup d'investissements, jusqu'au secteur des technologies de l'information et de la communication, où des jeunes comme vous, à partir de leur chambre d'étudiants ou d'un garage, peuvent inventer des produits qui demain deviennent des produits cotés en bourse. On voit bien que l'Afrique, de ce point de vue, offre des perspectives plus que tout autre continent. Quand on dit qu'on est dans la postmodernité en Afrique, quand mes amis, on fait discussion à l'université, nous sommes dans la postmodernité, oui, mais je dis nous sommes encore dans la modernité en Afrique. Donc c'est toujours ça le problème. Donc nous vivons dans un pays, dans un monde où l'Afrique doit côtoyer les zones où on est dans la postmodernité tout en étant elle-même encore dans la modernité. C'est-à-dire que nous avons encore énormément de choses qui doivent être faites, qui relèvent de la période de la modernité, même si nous avons déjà en partie notre tête dans la postmodernité. Ce qui veut dire que prenons le chemin de fer, prenons les rails, et regardez un continent comme l'Afrique. Combien de kilomètres de chemin de fer il y a dans l'Afrique? Combien? C'est ridicule, n'est-ce pas? Alors que tout le monde sait que la révolution industrielle du 19e siècle et du 20e siècle en Occident, c'est autour du rail. C'est même pas les autoroutes. Vous aimez les autoroutes parce que les pays africains, ils aiment ça comme les enfants aiment les jouer parce qu'on voit que ça tourne partout. C'est d'abord le rail. C'est d'abord le rail.
Parce que vous faites bouger à la fois les populations et la marchandise, les biens et les services. Avec la route, l'engorgement est rapide. Vous ne pouvez pas évacuer les mêmes quantités de marchandises et les besoins d'entretien sont beaucoup plus récurrents que sur les chemins de fer vers le remplacement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de route, mais c'est toujours un problème de priorité. Vous avez vu que c'est le maillage des États-Unis qui a fait la révolution industrielle, la transformation totale des États-Unis. Et en Europe, c'est pareil. Je regardais encore des reportages sur l'Italie. Vous avez un petit village qui est perché, il n'est desservi que par un chemin de fer parce qu'il est pratiquement impossible de construire une route. Donc, c'est grâce à ce chemin de fer qui sont reliés au reste du pays, même en termes de construction nationale. C'est encore le chemin de fer qui aide à le faire. Et donc, quand vous prenez cela, simplement cela, moi je suis d'un pays d'Afrique centrale. Aucun pays d'Afrique centrale n'est relié à l'autre par un chemin de fer. C'est pas ridicule ça? C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Et donc, vous avez tout cela à faire demain. Et je dis cela pour les jeunes comme vous, mais également pour les entreprises françaises, les grandes entreprises qui ont les moyens, qui ont la technologie. L'Afrique, c'est l'avenir. Vous allez bientôt avoir la saturation en termes de chemin de fer en Asie. Vous allez avoir des concurrents extraordinaires en Asie parce que la Chine aujourd'hui, sur le ferroviaire, a développé une technologie qui est extraordinaire, même si elle est partie de la technologie européenne, occidentale. La Corée du Sud qui a fait pareil. Mais le champ qui est presque vierge, c'est l'Afrique. Dans le domaine financier, vous avez des produits financiers auxquels l'Afrique ne pense même pas encore. Donc, ces produits ne sont pas encore... Le marché africain n'est pas mûr pour cela, il va être mûr dans 10 ans. Donc, pour des jeunes comme vous, ce sont des perspectives extraordinaires. Si vous faites la banque d'investissement en Afrique, vous avez 4-5 pays africains où vous pouvez faire utilement la banque d'investissement. Si vous sortez de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte, peut-être un peu du Kenya, vous faites la banque d'investissement ou ailleurs en Afrique, plus le Nigeria. Dans presque aucun pays francophone, vous faites de la vraie banque d'investissement à une certaine taille, parce que le marché n'est pas encore mûr. Mais ça va être mieux dans 10 ans, je n'ai aucun doute à cet égard. Vous prenez la bourse des valeurs d'Abidjan. L'ensemble de la capitalisation boursière ne fait même pas fait à peine 10 ou 15% de la bourse d'Accra. La bourse d'Abidjan, c'est la bourse des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, des 6 États francophones de l'Afrique de l'Ouest. Le total de la capitalisation boursière de la bourse d'Abidjan fait à peine peut-être 10, 15, 20% de la seule bourse d'Accra. Donc il y a des perspectives. Tout cela va venir à maturité. Et donc, que ce soit des jeunes Africains eux-mêmes ou des jeunes d'autres pays, d'autres continents qui sont dans cette salle ou qui nous écoutent, moi je dis, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas de l'afro-optimisme, c'est factuel, c'est basé sur des données. L'Afrique est le continent d'avenir. Pourvu que nous-mêmes et nos dirigeants le comprennent et créent les conditions, l'environnement pour que cela se traduise dans les faits. Voilà. J'ai une proposition à vous faire. La bonne gouvernance, peut-être ça passe aussi par le respect de la parité. Oui. 2 questions d'hommes. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 2 questions de femmes dans la salle. Merci beaucoup, monsieur, de cet exposé passionnant. Effectivement, je reviens du Cameroun. La première fois, j'étais au Cameroun début du mois de juillet, dans une mission consacrée aux énergies renouvelables. Parce que ma carrière, c'était beaucoup dans l'énergie, les énergies renouvelables. Et l'énergie renouvelable, et au-delà de ça, tout ce qui touche les utilités essentielles, c'est-à-dire l'électricité, c'est l'eau, c'est le digital, appliqué à l'amélioration de la santé et de l'éducation. Parce qu'on est beaucoup tous aujourd'hui dans une logique de dire health is wealth. Voilà, et la Covid, ou le Covid, comme vous voulez, a malheureusement amplifié, peut-être encore plus prendre conscience de ce phénomène. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, mais vous avez partiellement répondu et malheureusement ça me déçoit un peu, je vais vous demander justement par rapport à ce que moi j'ai vu dans votre pays. Votre présentation du Cameroun n'est pas d'un optimisme extraordinaire. Que le projet qu'on porte est extrêmement bien accueilli à la fois par le ministère de l'eau et de l'électricité, le ministère de la Santé, et d'autant plus qu'il y a une demande du gouvernement d'une cartographie justement des déficits en eau et électricité du système hospitalier. Donc ça tombe bien.
mais le dessin que vous venez de faire de votre pays n'est pas très très optimiste. Alors est-ce que vous pouvez peut-être pondérer un peu ou expliquer un petit peu, voir si... Voilà. Alors, compte tenu de votre rôle justement d'opposant politique quelque part. Non, merci beaucoup, parce que vous donnez l'occasion de faire une mise au point si j'ai été mal compris. D'abord, il n'aura échappé à personne que j'ai très peu parlé du Cameroun. Donc, parce que je ne voulais pas, ce n'était pas une conférence sur le Cameroun, et comme je vous l'ai dit, une fois de plus, je n'ai pas voulu trouver en cette conférence une sorte de tribune politique, non. Et croyez-moi, chère madame, je peux vous assurer, je suis très, très optimiste sur mon pays. Et si ce n'était pas le cas, je pense qu'on ne se battrait pas, comme on le fait. Je suis optimiste sur mon pays parce que je connais son potentiel. Je connais la qualité de sa ressource humaine. Moi, j'ai été frappé, effectivement. Nous avons la chance, et on peut le dire sans aucun chauvinisme national, d'être parmi les pays africains, en tout cas au moins les pays subsahariens, parmi ceux qui ont une qualité de ressources humaines que rechercherait tout bon investisseur. Et justement, une des choses pour lesquelles je plaide, c'est de créer l'environnement pour que toute cette jeunesse talentueuse, pour que tous ces Camerounais, ils ne sont pas tous que des jeunes, qui ont acquis l'expérience dans ces pays occidentaux, qui se sont frottés à la compétition internationale, qui ont de l'expérience, nous ramènent cela, pour participer au développement de notre pays. Tout ce que je souhaite, c'est que la gouvernance de mon pays offre une plus grande sécurité juridique et judiciaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que justement le jeu politique soit un jeu serein, qui offre justement la stabilité nécessaire pour un investisseur. Je suis très optimiste sur mon pays. Pourquoi? Parce que si je prends le secteur qui vous intéresse, je l'ai dit d'ailleurs, mais y compris en d'autres circonstances, je ne vais pas dire lesquelles ici, que nous avons une chance inouïe dans ce pays-là. Parce qu'au-delà des ressources du sous-sol, même en termes de production énergétique, nous sommes dans le bassin du Congo, le second bassin hydrologique après la République démocratique du Congo. Et même si l'on voulait ne parler que de l'énergie renouvelable avec l'hydroélectricité, nous sommes le pays qui a le plus de capacité à offrir en termes d'hydroélectricité. Je crois que EDF est en train de faire Nartiga, qui est un barrage qui va produire 450 MW. Ce sera le plus grand de notre pays. Mais ce n'est qu'un des barrages qu'on peut faire sur Nartiga, sur la Sanane. On peut en faire 2 ou 3 autres comme Nartiga. Nous sommes un pays potentiellement exportateur d'électricité. Et si je ne parle pas des énergies renouvelables basées sur les technologies actuelles, par exemple sur le solaire. Le taux d'ensoleillement du septentrion, c'est-à-dire la partie nord du Cameroun, est connu. Nous avons un taux d'ensoleillement qui est très élevé sur toute l'année. Je ne veux même pas m'aventurer dans l'éolienne, je vais m'en tenir à cela, sans parler éventuellement justement de l'utilisation du gaz dont nous sommes potentiellement un des producteurs importants dans le golfe de Guinée, après le Nigeria. Nous sommes entre le Nigeria et la Guinée équatoriale, mais nous sommes potentiellement un des plus gros producteurs de gaz. Et donc, nous connaissons tout cela, et je ne parle même pas de biogaz et tous les autres. Et donc, moi je sais cela. Une de mes promesses, puisque vous m'y amenez à mes compatriotes, c'était que sur 1-2 mandats, on devait être en mesure de brancher 80% de notre population à l'électricité, à la rendre disponible à 80% de notre population, parce que je connais le potentiel. Et je sais aussi que la technologie est disponible, que nous avons des capacités pour le faire et que des partenariats avec vous ou avec d'autres peuvent permettre de le faire. Donc je ne suis pas le moins du monde pessimiste sur mon pays. Il n'empêche que c'est mon devoir de faire le constat des dysfonctionnements sur le plan politique. Et aucun Camerounais
sérieux ne peut me démentir là-dessus. Même ceux qui pouvaient penser au début qu'on était des contenteurs et que peut-être, voilà, on est là pour faire la critique. Aujourd'hui, au fil des années, se rendre compte qu'on peut faire mieux du point de vue de la gouvernance. Si je vous ai dit que le Sénégal offre des perspectives de stabilité, c'est parce que l'investisseur dit, j'observe sur 20 ans, qu'est-ce qui se passe dans ce pays en termes, par exemple, de stabilité politique. J'observe que le mécanisme d'alternance au pouvoir joue périodiquement sans aucune difficulté. On n'a pas à passer 2-3 ans dans une crise post-électorale. On n'a pas à avoir des incendies à s'équiper. Pendant ce temps, les entreprises ont des difficultés parce que s'il y a des gens dans les rues tout le temps, c'est pas bon, etc., etc. C'est ce que je dis à propos du Cameroun. Nous avons un pays qui a aujourd'hui plus de 60 ans d'indépendance avec 2 présidents de la République. Je ne dis pas que c'est le nombre de présidents qui est la preuve de la bonne gouvernance, mais je dis que ça montre tout de même qu'il y a quelque part un peu de sclérose. Nous ne sommes après tout que des êtres humains. Lorsque vous exercez au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État, le pouvoir pendant 40 ans, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez plus avoir la même vivacité, vous ne pouvez plus avoir la même rapidité à répondre justement aux interpellations auxquelles vous pouvez faire face pour mettre le pays dans une période où effectivement le temps n'attend personne, où la compétition, il faut être rapide, il faut réagir vite. C'est ce que je dis. Quand je le dis, je ne suis pas en train, je n'ai aucun souci de dénigrer mon pays, je serai le dernier à le faire. Mais je dis simplement, d'ailleurs notre combat vise à offrir dans les années qui viennent les meilleures conditions possibles, les conditions optimales pour les investisseurs et les investissements dans notre pays. Donc pour moi je suis très optimiste. Et nous allons travailler à ce que cela soit réalité sur le plan politique dans les années à venir. Et je peux donc déjà vous dire que si vous voulez investir au Cameroun, n'hésitez pas un seul instant. Même avant que nous n'arrivions aux affaires. Une autre question de femme? Bonjour. Je suis d'origine du Cameroun, mais il n'y a pas de lien avec ma question. J'ai beaucoup de questions, mais la mienne portait à l'heure actuelle sur la vision que vous avez par rapport à la féminisation de la gouvernance et au développement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on voit, et même depuis la nuit des temps, que les femmes sont très impliquées dans le développement économique en Afrique. Et pour vous, est-ce que vous pensez qu'une gouvernance féminine fait une différence à travers le développement en fait, donné à l'économie d'un pays? Merci beaucoup pour votre question. C'est ma conviction depuis toujours. Et là aussi, ce n'est pas une question idéologique. C'est l'observation. Non pas que les femmes soient parfaites, loin s'en faut. Parfois, quand elles s'y mettent, elles sont pires que les hommes. Mais de manière générale, on observera par exemple que dans le domaine de la corruption, en général, elles sont moins corrompues. Peut-être parce que quelque part, elles ont naturellement en elles le sens de la limite de dire il ne faut pas aller trop loin, on est allé trop loin. Ne serait-ce que pour cela. Mais ensuite aussi, parce que quand je parle du potentiel ressources humaines dans mon pays, je ne vois pas que les hommes, je parle des hommes et des femmes. Et croyez-moi, j'ai été dans plusieurs pays européens où j'ai rencontré, pour parler du cas du Cameroun, mes compatriotes. Et ce sont des femmes et des hommes. Ingénieurs, médecins, dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Et je crois qu'on ne leur donne pas assez de place pour l'instant. Dans le pays, il y a des efforts qui sont faits, mais on peut faire davantage. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut absolument faire comme tel ou tel pays. Mais je crois que parce que chaque pays a ses propres réalités. Il y a des pays, par exemple, où on n'a pas mis dès le départ l'accent sur l'éducation des femmes. Et du coup, même si on veut faire un effort pour donner davantage de place aux femmes, elles ne sont pas encore prêtes en termes d'éducation. Mais dans un pays comme le Cameroun, ça a toujours, et je dois le reconnaître, depuis les premiers dirigeants du Cameroun, il n'y a jamais eu de discrimination dans l'éducation des femmes. Peut-être des parents,
pour des raisons culturelles, pouvaient dire, je n'ai pas assez de moyens, donc j'envoie le garçon à l'école, je garde la fille à la maison. Mais de façon générale, la politique de l'éducation chez nous a toujours été d'encourager tout le monde. Et c'est pour cela que nous sommes aussi un des pays où on trouve des femmes parmi les mieux formées dans tous les domaines. Et y compris dans les plus grandes écoles ici en France, vous trouverez des Camerounaises qui sont sorties de ces écoles. Et donc, moi, je suis très favorable. Si vous regardiez un peu, permettez-moi donc de faire ce petit clin d'œil. Si vous regardiez mon programme, je l'avais dit très clairement. Par exemple, moi, si j'avais à diriger le pays, je ne donnerais pas des postes ministériels symboliques aux femmes. Je voudrais qu'elles aient des ministères importants, y compris de souveraineté. Parce que je crois qu'il faut les mettre à l'œuvre et à l'épreuve. Parce que je crois qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter. Elles ont leur propre sensibilité des questions, mais elles sont surtout aussi compétentes que les hommes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ensuite, on peut élaborer longuement qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a énormément de choses à faire pour, d'abord, les débrider aussi, parce que parfois, elles sont bridées pour des raisons culturelles. Et ensuite, renforcer leurs capacités. Je pense qu'on peut mettre, il y a beaucoup de mécanismes que l'on peut mettre en place, y compris l'État lui-même. Non pas en créant une banque des femmes, mais on peut parfaitement, dans les institutions financières qui existent déjà, mettre des lignes de crédit en place pour les femmes, mais garanties par l'État, pour promouvoir leurs entreprises. Je vais vous dire une chose sans doute que vous devez savoir, j'en suis sûr. Le Made in Cameroun aujourd'hui est promu au Cameroun par les femmes. Et quand j'ai vu cela, j'étais très fier, j'étais très heureux. Elles ne savent même pas, c'est la première fois que j'en parle, mais vraiment dans mon cœur, j'étais ravi de voir que celles qui, effectivement, ont mis cela en avant et qui travaillent à transformer les produits locaux avec un packaging extraordinaire, je veux dire, et avec une présentation, vous voyez, à faire pâlir les plus grands publicitaires, qui font que dans les rayons des supermarchés au Cameroun aujourd'hui, vous pouvez trouver peut-être jusqu'à 15% de produits camerounais, alors qu'il y a 5 ans, il y avait peut-être 5%. Ce sont les femmes. Voilà, c'est vous dire que je suis ce que font les femmes et que moi, je les encourage et que si on était en capacité de le faire, on soutiendrait cela davantage. Merci. D'ailleurs, nous avions invité une femme camerounaise, Djaïli Amadou Amal, Oui. il y a Quelques mois. Prix Goncourt des lycéens. Exactement, prix Goncourt des lycéens. Donc, elle avait donné une conférence à notre association Et c'était passionnant, vraiment passionnant. Absolument. Voilà, par exemple, elle est de celles qui font notre fierté dans le domaine littéraire. Donc, voilà. Avec d'autres comme Leonora Miano et plein d'autres femmes camerounaises, écrivaines de premier plan. Et donc, voilà. J'ai une petite question, mais simplement c'est pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. À partir du moment où effectivement on voit que finalement pour réussir, il faut qu'il y ait à la fois des institutions qui tiennent le coup, qui soient solides, qui résistent, mais aussi des hommes qui sachent les respecter. Donc en fait, c'est une sorte de c'est les deux. C'est les deux à la fois. Toujours. Et finalement, on se dit, si on a l'un sans l'autre, ça va pas marcher. Et finalement, donc, ça dépend aussi des hommes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Absolument. Et finalement, donc, la qualité des hommes, ça tient aussi à l'éducation. Parce que finalement, tout ça, au départ, on est sur un système éducatif qui va inculquer un certain nombre de valeurs à des jeunes qui ensuite pourront les appliquer et les mettre en œuvre. Vous avez tout dit. C'est vraiment cela. Il faut les deux. Parce que j'entends souvent dire, oui, il faut des institutions solides, mais si vous avez des institutions, quelque solides que soient les institutions, vous pouvez les mettre en danger. Et le meilleur exemple, c'est ce que nous avons tous vu aux États-Unis. Vous pouvez les mettre en danger. C'est-à-dire que la démocratie américaine a été mise en péril par la première personnalité. Et donc, si par ailleurs, il n'y avait pas d'autres, les institutions n'avaient pas d'autres ressources humaines qui pouvaient effectivement faire fonctionner les institutions ne fonctionnent pas par elles-mêmes. Ce sont les hommes et les femmes qui font fonctionner les institutions. Donc, pour que les contre-pouvoirs jouent, on aurait pu assister effectivement à l'effondrement de la démocratie américaine. Donc, moi, j'associe toujours les deux. Il ne faut pas des hommes forts et des institutions faibles ou inexistantes. Et il ne faut pas des institutions fortes, et
pas des hommes capables ou à hauteur pour les animer. Il faut les deux. Et cela passe, vous avez absolument raison, par l'éducation. C'est très tôt. Ce n'est pas... et je pense aussi, c'est peut-être que on ne met pas suffisamment l'accent sur ces aspects-là en Afrique. C'est-à-dire que dans les formations, et ça depuis le primaire, le secondaire, soit on met l'accent sur les pères fondateurs, donc sur les hommes. Donc on fait croire aux gens qu'il y a des personnes indispensables et au point qu'elles peuvent éclipser les institutions. Et donc du coup, on grandit là-dedans. Et c'est pour cela que vous pouvez avoir des générations de jeunes qui ont 30 ans, 40 ans, qui chantent, bon voilà, ils chantent les louanges d'un individu depuis toujours et le même nom parce qu'ils n'ont connu que cela. Mais on ne leur a pas appris que, en fait, cette personne, ou la personne qui a cette fonction-là, est au service d'une institution. C'est-à-dire elle est là pour animer une institution. Et il importe vraiment qu'elle soit respectueuse de l'institution. C'est en cela qu'elle renforce l'institution. Parce que si elle se substitue à l'institution, alors l'institution décline et meurt. Et ça fragilise la gouvernance. Et c'est ce que nous pouvons observer dans pas mal de nos pays. Parce que quand vous prenez les constitutions africaines, la plupart sont de très bonnes constitutions. Vous avez un parlement, parfois à 2 chambres, une assemblée nationale et un sénat. Vous avez un premier ministre chef de gouvernement. Tout ça, d'ailleurs, j'ai toujours dit quand on ajoute chef de gouvernement et quand on insiste beaucoup, là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Parce que si vous êtes premier ministre chef de gouvernement, on n'a pas besoin de répéter tout le temps. C'est qu'on doute que vous soyez chef. Et donc, bon. Enfin, peu importe. Donc, il y a un premier ministre, il y a tout cela qui est en place. Mais au fond, tout cela ensuite est phagocyté par le chef de l'exécutif et ça ne fonctionne plus. Donc, voilà. Donc, pour moi, vous avez vraiment bien résumé. Il faut des institutions fortes et des personnes qui aient la culture donc, de ces institutions pour les animer, pour les maintenir et les faire prévaloir en permanence sur les hommes. Parce qu'après tout, les êtres humains sont appelés à passer. Ce sont les institutions qui doivent demeurer. Donc il faut les préserver. Et l'éducation doit nous aider à préparer les citoyens à comprendre ça. Voilà. Peut-être pour terminer, je souhaitais vous dire qu'il y a voilà, de nombreux étudiants qui sont sur le campus HEC et qui n'ont pas pu venir vous rencontrer. Et vous avez été enseignant, vous êtes enseignant. Oui. Quel message vous souhaitez leur adresser? C'est peut-être le même que tout à l'heure. D'abord, qu'ils ont la chance d'être dans une école prestigieuse. Il faut en profiter. Et j'entends par en profiter, recevoir la meilleure formation possible, tirer le meilleur parti possible. Vous avez la chance d'être déjà, à travers votre association, d'être en réseau, c'est une chance. Et je pense que cela aussi est une marque distinctive de votre école qui fait que vous tenez un peu à travers le monde, c'est une chance. Mais qui doivent suivre leur formation pour ceux, d'abord pour ceux qui sont originaires du continent africain, en pensant à l'Afrique. C'est-à-dire en pensant qu'est-ce que je fais après, une fois que j'ai fini ma formation, qu'est-ce que je fais pour ce continent-là, qui est un continent, ce n'est pas pour larmoyer, mais qui est un continent qui a été si souvent blessé dans l'histoire et qui aujourd'hui, effectivement, a les chances de se redresser, de tenir toute sa place dans le concert des nations et je dirais même dans le concert de l'humanité. Mais c'est à la jeunesse africaine de travailler à ce que cela advienne. Donc ils ne peuvent pas, si leur premier objectif c'est d'avoir un bon emploi en France et de faire une belle carrière en Europe, je dirais pour moi, ils ont déjà tout faux. Oui, c'est vrai, ils ont déjà tout faux. Ils peuvent par nécessité ou par la force des choses faire une carrière ici, qui n'est pas condamnable en soi. On ne doit pas être exclusif et nous sommes dans un monde global. Mais nous sommes dans un monde où il y a une partie du globe qui a besoin d'eux plus que d'autres parties. Et ils doivent être conscients de cela.
Je vous parlerai de ma propre expérience. Quand j'ai fini mes études dans ce pays, il y a de très nombreuses années maintenant, ma préoccupation, c'était de rentrer. J'ai soutenu ma thèse de doctorat un vendredi soir à Nice, et le lendemain, j'étais dans le train pour Paris. À cette époque-là, il y avait ni TGV, je n'avais pas les moyens de payer l'avion. Donc, on faisait facilement 16 heures en train le jour pour arriver. Et le lendemain, et dimanche, j'étais dans l'avion pour rentrer au Cameroun. Parce que j'estimais que ma place était là pour apporter ma modeste contribution à mon pays et à celui qui venait d'accéder d'ailleurs au pouvoir, qui est encore. Mais je pensais que c'était mon devoir d'aller l'accompagner dans les idées qu'il avait. C'était un jeune monsieur de 49 ans et je pensais que c'était mon devoir de le faire. Et je pense que ça doit être une idée qui nous habite tous, chaque Africain. Vous pouvez gagner en expérience ici, mais c'est à vous. Quand j'entends parler du transfert de technologie, on a eu dans les années 70 et 80, lorsque moi j'étais à l'université étudiant, une très mauvaise conception, une conception erronée du transfert des technologies. Dans les débats qui avaient lieu dans les enceintes des Nations Unies, on pensait que le transfert de technologies pouvait se faire par une convention que l'on signait. Je ne sais pas par quel miracle les gens pensaient qu'en signant une convention, on allait transférer. Le transfert de technologie se fait par les hommes et par l'expérience acquise. Et on acquiert cette expérience simplement en se frottant aux autres. Et donc, l'expérience que vous allez acquérir ici dans les entreprises et dans les différentes structures, c'est celle-là qui va être le transfert de technologie. C'est ça que vous allez amener en Afrique. Et c'est grâce à cela, et grâce à cela seulement que nous pourrons nous développer. Et donc, il est important, je le dis et j'insiste vraiment pour les jeunes qui sont dans des écoles comme HEC, dans les grandes écoles de cet acabit, de se former en pensant à l'Afrique. Qu'est-ce que je peux faire en Afrique après? Où est-ce que je peux être utile, le plus utile? L'Afrique est vaste, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, c'est 54 États. Je suis sûr que vous trouverez toujours un pays africain qui pourrait être utile, même si dans votre pays, tout de suite, toutes les conditions ne sont pas réunies, vous pourrez trouver un autre pays africain. Allez apporter cette expérience-là, le continent en a besoin, et je pense que c'est de cette façon-là seulement que nous allons pouvoir justement construire une Afrique qui tienne toute sa place dans le monde et participe à l'aventure humaine.